Madame, Monsieur, bonjour. Ces avocats s'en doutaient et c'est désormais chose faite. Le 16 septembre dernier, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La procureure évoque des vices de procédure. Cette décision ouvre la voie à un long feuilleton judiciaire qui a pour but de démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de tous les chefs d'accusation. Un nouvel épisode judiciaire qui compromet également le retour de l'ex-président ivoirien dans son pays avant l'élection présidentielle de 2020. Et nous en parlons sur ce plateau justement avec nos deux invités. Julien Kwao, juriste politologue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Également à nos côtés, Jérôme Kouakou, journaliste consultant. Je rappelle, il a été meilleur journaliste de Côte d'Ivoire en 2015. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Merci à tous deux d'être sur ce plateau. Fatou Bensouda relance donc la procédure pour plusieurs mois et retarde d'autant un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Julien Kouao, qu'est-ce que vous inspire cette décision? Vous savez que la Cour pénale internationale fonctionne selon le principe du double degré de juridiction. Principe selon lequel la partie qui a succombé en première instance a la possibilité de demander la réformation de la décision à une juridiction supérieure. En l'espèce, il s'agit de la chambre d'appel. C'est donc un droit dont dispose la défense et Mme Bensouda n'a fait que user de ce droit. Elle a jugé opportun, n'est-ce pas, d'interjeter appel pour que la chambre d'appel statue à nouveau sur la décision rendu en première instance. Bensouda était donc dans son droit. Oui, selon le statut de Rome, fondement juridique de la CPI, Mme Bensouda n'a fait que exercer un droit dont elle dispose. Alors, Jérôme Kouakou, quelle réaction à cet appel de Fatou Bensouda? Moi, je dirais simplement que la bataille judiciaire n'est donc pas terminée pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à travers cet appel-là, puisque en même temps que le dit notre juriste, les mêmes lois ne donnent pas de délai précis à la chambre d'appel de pouvoir trancher rapidement cette affaire. C'est-à-dire que nous sommes partis pour une période indéterminée. Je crois que c'est là que se trouve le débat sur la période. Quand est-ce que l'on finira avec cette affaire? C'est vrai, si dans le droit, quand on n'est pas satisfait d'une décision, on peut faire appel, mais l'autre volet, c'est que jusqu'à quand nous allons traiter cette affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Et je pense que c'est cela qui irrite un peu plus le camp Gbagbo et beaucoup de personnes qui pensent que ce serait une longue bataille judiciaire. La fin, ce serait quand? Bien malin, c'est celui qui pourrait répondre. Alors, réaction toujours, nous avons interrogé la rue ivoirienne. Des Ivoiriens se sont prononcés sur cette décision d'appel de la procureure de la CPI. Je vous propose de les écouter. Si elle conteste, c'est parce que peut-être qu'elle sait pourquoi elle conteste. Elle sait pourquoi elle conteste. Sinon, nous on sait que depuis l'acquittement, le monsieur il a été innocenté. On a trouvé qu'il n'a rien fait. On a trouvé qu'il n'y avait pas de preuves. Mais je ne sais pas, il y a des mains noires en bas, il y a des soubassements, il y a des trucs en bas. Donc elle ne veut pas laisser cet échec. Donc c'est normal. Hein. Au plan juridique, ça suit son cours et ça devrait s'arrêter. Parce que quand quelqu'un est acquitté, ça veut dire qu'on ne lui reproche rien. Donc en vérité, la personne doit être acquittée, la personne doit être libre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il y a le côté politique qui intervient dans son affaire. Et c'est ce côté-là qui nous désole tous. Réaction mitigée. Julien Kwao, peut-on parler d'une justice à deux vitesses qui ne cible qu'un seul camp? Vous savez, le rôle du parquet, c'est-à-dire du ministère public, c'est de poursuivre. Le ministère public a l'opportunité de la poursuite. Donc apprécie qui poursuivent et qui ne pas poursuivre. Le ministère public, au niveau de la Cour pénale internationale, est représenté par le bureau de Mme Bensouda. Donc, elle a une appréciation discrétionnaire. Cependant, je pense que si par extraordinaire, un verdict d'acquittement était prononcé devant la chambre d'appel,
ou même s'il y avait un non-lieu pour infraction non constituée, il faudrait donc rechercher les coupables ailleurs. Dans cette hypothèse-là, la CPI se verrait dans l'obligation de lancer d'autres poursuites contre d'autres acteurs ayant pris part à la tragédie ivoirienne dans la période ciblée. Alors, on se souvient, en janvier dernier, après 7 années de procédure, les juges avaient finalement acquitté à la surprise générale M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, en soulignant l'extrême faiblesse des preuves présentées par l'accusation que recherche la procureure Bensouda. Jérôme Kakou. Je pense que c'est une grosse question. Que recherche la procureure Bensouda? Quand vous regardez et vous lisez le document qu'elle a produit, elle dit que les juges auraient dû prononcer un non-lieu plutôt qu'un acquittement. Alors qu'en règle de droit, quand vous analysez les textes, c'est que quand on dit un non-lieu, c'est-à-dire ce dossier, il est clos, on n'en parle plus, il est rangé aux oubliettes. Mais l'accusé, est-il coupable ou pas? On ne le saura jamais. Ça, quand il y a un non-lieu, c'est ce qui est dit. Mais en matière d'acquittement, c'est-à-dire qu'il a été accusé, mais il n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Donc, on blanchit en quelque sorte l'accusé. Et donc, c'est fait sciemment. Je pense que les juges savent ce qu'ils ont prononcé comme décision en parlant d'acquittement. C'est dire simplement que les 80 témoins qui ont défilé devant la cour pénale, avec plus de 3000 documents qui ont été émis, en analysant tout cela, ils se disent non, M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas coupables, mais en même temps, la procureure, si elle laisse tomber l'affaire comme ça, il y va aussi de sa crédibilité et de sa capacité à traiter ce dossier. Donc, il ne faut pas laisser tomber. Il faut aller situer les responsabilités parce qu'après, il y a eu aussi 3000 morts en Côte d'Ivoire. Qui a tué les 3000 Ivoiriens? Donc, ce n'est plus une histoire de justice. Juste prouver sa crédibilité. Il faut absolument. Il y a sa crédibilité qui est en jeu. Une affaire aussi suivie, aussi planétaire. Et puis, malgré tous les témoins qui ont défilé, on vous dit que non, votre dossier n'est pas solide. On a l'impression que le droit n'est pas en train d'être dit là. Alors, c'est pour cela que le camp Gbagbo dit clairement qu'on est en train de virer sur un terrain politique parce que, voilà, en introduisant appel, on va retarder longtemps l'arrivée de Gbagbo, on compromet sa carrière politique. C'est vrai, il y a du droit qui doit être dit, on est dans la procédure, mais au-delà, il faut voir aussi ce volet politique parce que Fatou Bensouda, on l'a dit, joue aussi sa carrière, même si en 2021, elle sera remplacée, mais sa crédibilité est en jeu, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et pour elle, il faut qu'on lui dise qu'elle n'a pas totalement tort. C'est vers cela qu'on va, mais j'ai bien peur que cela n'aboutisse parce que je suis convaincu quand des juges ont analysé longtemps, ont écouté des gens, des 80 témoins, et que pour finir, disent que non, les preuves sont faibles. Vous voyez déjà que cela porte gravement un coup à Fatou Bensouda, à tout son bureau, à toutes ces personnes qui travaillent sur ce dossier. Alors justement, nous allons revenir sur le volet politique, ça sera plus tard, mais bien avant, M. Julien Kwao, peut-on dire que Fatou Bensouda dispose actuellement d'éléments pouvant mettre fin à la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé? Oui, vous savez, elle représente la défense, et la défense travaille en collaboration avec l'instruction. C'est à l'instruction de faire les enquêtes. Et donc, Mme Bensouda a certes perdu en première instance, mais cela ne veut pas dire qu'elle a perdu le procès. Mais la faiblesse de son dossier a été pointée du doigt. Maintenant, on appelle à elle maintenant de renforcer son dossier par d'autres éléments. Est-ce que en même temps, moi je veux dire ça, est-ce que cela veut dire qu'on va reprendre les enquêtes? Oui. Parce qu'elle a eu suffisamment de temps, avec autant de témoins. Est-ce qu'aujourd'hui, on repart sur le terrain avec d'autres témoins? Qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? Oui, c'est simple. En droit, l'appel a un effet dévolutif et suspensif. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on interjette appel, on revient au statu quo ante. On revient à zéro. Donc c'est une reprise et de la procédure. on reprend le procès devant la chambre d'appel avec de nouveaux éléments. Donc, l'affaire n'est pas encore finie. Vous savez, la procédure pénale est complexe. Il y a ce qu'on appelle les juridictions de première instance. Lorsque vous avez perdu là, vous avez la possibilité de faire appel parce que la décision rendue par les juridictions de première instance ne sont pas rendues en dernier ressort. Lorsque vous partez en appel et que vous perdez, vous pouvez aussi exercer une autre voie de recours
qu'on appelle le pouvoir en cassation pour aller devant des juridictions suprêmes. C'est lorsque vous avez épuisé toutes ces voies de recours et que la juridiction suprême a rendu une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, c'est-à-dire que la décision est censée être la vérité absolue. On n'y revient plus. Dès lors, on ne peut plus en parler. Dans l'espèce de la Cour pénale internationale, c'est au niveau de la chambre d'appel. Parce qu'il n'y a que 2 niveaux. Donc, lorsque la chambre d'appel va rendre son arrêt, la décision qu'on appelle un arrêt, dès lors, on pourra dire que la procédure est terminée. Donc, pour le juriste que je suis, je ne suis pas du tout étonné. On peut perdre en première instance et gagner, n'est-ce pas, devant la chambre d'appel. Donc, ce que les avocats de M. Gbagbo doivent faire, c'est de renforcer, n'est-ce pas, leur défense. C'est de renforcer leur défense parce que l'accusation qui est représentée par Mme Bensouda a de gros moyens et peut changer de stratégie procédurale. Alors là, on est parti sur des stratégies, allez-y. Absolument. Et là-dessus, il faut le savoir, les juges n'ont même pas eu besoin de demander à la défense de Laurent Gbagbo, aux avocats, donc de faire venir leurs témoins en disant « vous n'en avez même pas besoin ». À partir de ce que nous avons écouté, nous estimons que le dossier est suffisamment faible. Pas question de continuer ce procès. M. Gbagbo et Charles Blé Goudé, vous êtes acquittés. Alors, ici, à Abidjan, sur place, quand vous allez dans les quartiers, vous approchez les citoyens lambda, ils se disent quoi si 80 témoins ont défilé et qu'il y a eu autant de moyens dégagés, des enquêteurs sont même venus sur place ici à Abidjan, et que malgré tout ce qui a été fait, on dit que le dossier est faible. Ils sont convaincus que même en appel, pas sûr. Pas sûr, je parle en tant que citoyen lambda observateur, pas sûr que Fatou Bensouda ait gain de cause. Et ça, tout le monde le dit dans les quartiers d'Abidjan. Mais si elle n'est pas sûre, pourquoi avoir fait un appel? Mais parce qu'il faut le faire. Nous sommes en droit. Et quand vous abandonnez, je disais que sa crédibilité aussi est en jeu. Elle ne peut pas laisser tomber comme ça. Et puis au-delà, et les pro-Gbagbo le disent, il y a certainement une sorte de visée politique. Donc laisser tomber cette affaire-là, c'est s'avouer vaincu, c'est désarmer, c'est de dire non, il faut aller, comme il a dit le juriste, la procédure ira jusqu'à son terme. Si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont blanchis, alors, ici, en Côte d'Ivoire, plusieurs voix se sont levées dans la sphère politique pour dénoncer, je cite, un acharnement à l'encontre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Un acharnement, disent-ils, pour empêcher ce dernier de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Est-ce le calendrier électoral ivoirien qui est pris en compte dans ce nouveau rebondissement? Je ne sais pas. Question ouverte. Oui, évidemment. Dans tous les cas de figure, cet appel de Mme Bensouda compromet la participation de M. Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2020. En ce sens que, si vous remarquez bien, nous sommes à 13 mois de cette élection. Et la procédure pénale est extrêmement longue. Il le soulignait tout à l'heure. Nous ne savons pas combien de temps vont durer, n'est-ce pas, va durer le jugement. Et quelle sera l'issue en appel, et quelle sera l'issue. Donc, évidemment, ça remet en cause, ça compromet la participation de M. Laurent Gbagbo, et en même temps, cet appel aussi fragilise la plateforme entre le FPI et le PDCI, parce que stratégiquement, pour le FPI, la priorité, c'est la libération et le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et non l'élection présidentielle de 2020. L'argument selon lequel il faut s'unir pour faire partie M. Ouattara et le RHDP du pouvoir n'est pas assez pertinent pour amener le FPI à s'engager à une élection présidentielle en 2020 sans la libération et le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Monsieur... Il y a des calculs à faire, forcément. Quand vous regardez, c'est clair que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, même si en écoutant l'avocat de Laurent Gbagbo, il a dit, attention, c'est vrai que la procureure a fait appel, mais la libération de Laurent Gbagbo est une autre procédure. C'est-à-dire, l'appel ne veut pas dire forcément que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en prison. C'est ce qu'il nous dit, l'avocat de Laurent Gbagbo. Ils sont en liberté conditionnelle et je pense que cette liberté va être réétudiée
pouvoir, est-ce que même en cas d'appel, il reste en liberté provisoire? Est-ce qu'il reste là, bloqué en Europe? Est-ce qu'il peut partir en Côte d'Ivoire? Je pense que ça fera l'objet d'une autre décision qui sera totalement parallèle à ce qui se fait en ce moment concernant l'appel de Bensouda. Évidemment. Pour revenir à la politique, c'est clair que quand vous faites les calculs, pas évident qu'on finisse avec cette procédure avant 2020. Les calculs ont commencé à être faits déjà et je crois qu'à Finguessan, qui est de l'autre branche du Front populaire ivoirien, qui s'est déjà annoncé pour 2020. Si Laurent Gbagbo ne vient pas, il est conforté dans sa position d'être candidat pour le nom du FPI. L'autre camp est en train déjà de réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait au cas où Laurent Gbagbo ne vient pas? Parce que toute la politique, toute la stratégie est en train d'être bâtie autour de lui. La plateforme, il a dit tantôt, de Henri Konan Bédié du PDC-IRDA, les autres partis de l'opposition. Et cette plateforme, nous allons en parler dans la deuxième partie de ce débrief. D'accord. On poursuit. La décision de la procureure, on l'a dit, va ouvrir la voie à une longue procédure dont on ignore l'issue. De l'autre côté, dans moins d'un an, M. Julien Kouao l'a dit, la Côte d'Ivoire ira aux élections présidentielles. Fatou Bensouda joue-t-elle un jeu politique? Ça, on l'a débattu, mais on revient là-dessus. Non, je ne pense pas. C'est une professionnelle du droit. Elle ne fait que utiliser les instruments de droit. C'est normal. Monsieur Laurent Gbagbo est un homme politique. Monsieur Charles Blé Goudé est un homme politique. Et donc, évidemment, leur statut d'homme politique amène leurs partisans à donner une nature, une coloration politique à ce procès. Mais pour le juriste que je suis, je ne suis pas du tout étonné de tout ce qui se passe. Vous savez, les juristes disent ceci. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller devant le juge. C'est pourquoi, pour 2020, il faut que les hommes politiques agissent en toute responsabilité. Parce que certes, au niveau national, ils ont toute une protection juridique avec les humilités et autres, mais au niveau de la Cour pénale internationale, il n'existe pas d'immunité, il n'existe pas de prescription. C'est-à-dire que même dans 1000 ans, on peut vous poursuivre. Est-ce que l'autre camp devait craindre un rappel de la CPI? Mais à tout moment. Surtout que la CPI fonctionne sur le principe de la complémentarité de la subsidiarité. C'est-à-dire que si au niveau national, la question n'a pas été traitée, ou même si elle a été traitée mais mal traitée, la CPI a le droit, ad nutum, c'est-à-dire à tout moment, de poursuivre qui elle veut. Et je pense que les hommes politiques doivent faire très attention. Rappelez-vous de l'affaire Bemba. On pensait que c'était fini. Monsieur Bemba se promenait partout, il a même été vice-président, etc. Et puis un matin, sans s'en rendre compte, on l'interpelle. Donc je demande aux uns aux autres d'être extrêmement prudents. Le droit, ça brûle. Mais en même temps, sur la question, je crois que le président Alassane Ouattara a été assez clair. Quand nous arrivons au pouvoir, tout l'appareil judiciaire était totalement désorganisé. Nous avons travaillé à remettre tout cela en ordre. Aujourd'hui, nos juridictions fonctionnent. Plus question pour la Côte d'Ivoire d'envoyer un seul de ces citoyens à la CPI. Il a dit, la dernière personne à partir, c'était Charles Blé Goudé. Pas évident que monsieur Alassane Ouattara envoie encore un Ivoirien à la CPI. Oui, Quel que soit ce que dira la CPI, vous connaissez le cas de Simone Gbagbo. À plusieurs reprises, on l'a relancé, la procureure a relancé donc le fait qu'il faut faire venir Simone Gbagbo. Oui, vous avez raison de rappeler cette affirmation du président de la République, mais n'ignorez pas que la politique est une dynamique où les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. M. Ouattara peut revenir sur sa décision. En sus, en 2020, nous pouvons avoir une alternance. Et le nouveau pouvoir, quelle sera sa position? Quelle sera sa posture? Ce sera une autre paire de manches. Alors, on va continuer. Ce sont des inconnus. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision de la procureure sur le plan politique en Côte d'Ivoire? C'est clair que ça bouleverse les calculs de bon nombre de camps Gbagbo, parce que dans la stratégie qui est en train d'être montée, c'est que M. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, deux grands, pour faire tomber l'autre grand qui est Alassane Ouattara. C'est clair, c'est ce qui est en train de se mettre sur place. Maintenant, si Laurent Gbagbo ne vient pas dans cette plateforme, l'autre poids lourd reste Henri Konan Bédié. Mais qui d'autre? Puisque Afinguessan n'est pas là, on sait que le camp Gbagbo, par exemple, est conduit par Assoa Adou. Il y a Simone Eivé Gbagbo qui fait partie de cette plateforme. Est-ce que cela suffira pour faire tomber Alassane Ouattara, comme ils le disent eux-mêmes? C'est un calcul compliqué. Je pense qu'ils sont en train d'analyser comment faire
pour effectivement arriver à avoir la victoire en 2020. Ça va être très compliqué, même si on n'est pas dans le secret de Dieu pour savoir si Laurent Gbagbo viendra ou se pas. Passera. Mais alors, Monsieur Julien Kouao, qu'en est-il de la réconciliation nationale avec cette décision de Fatou Bensouda? Évidemment, pour ceux qui pensent que seul le retour de M. Laurent Gbagbo apparaît comme la condition sine qua non pour la réconciliation nationale, il est évident que cet appel porte un coup dur à cette réconciliation. Le problème, c'est qu'est-ce que la réconciliation nationale? À partir de quand dira-t-on que les Ivoiriens sont réconciliés les uns avec les autres? Je pense que le problème qui se pose ici est un problème politique. Mais M. Laurent Gbagbo est un acteur clé de cette réconciliation. Oui, mais attention, un acteur clé ne veut pas dire qu'on est pénalement au-dessus des lois. Voici la question inaugurale. Parce que le problème que nous assistons à un phénomène en Côte d'Ivoire selon lequel les hommes politiques sont au-dessus de la loi. Les hommes politiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les 3000 morts sont morts, bon, ça c'est leur problème. Mais c'est la vie de 3 personnes, de 4 personnes qui intéressent. Mais non, le droit, ça veut dire quoi? L'état de droit. La soumission et des gouvernants et des gouvernés au droit. N'oublions pas que nous avons 2020. Il ne faudrait pas que des candidats à la délinquance politique se servent de ce procès pour penser qu'ils peuvent tout faire. Moi, en tant que juriste, en tant que défenseur des droits de l'homme, ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve des coupables à ce qui s'est passé en 2010 pour que dorénavant, les uns et les autres sachent que la politique, c'est un jeu et non une guerre. Il est évident qu'au regard du dossier, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé ont énormément de chances d'être acquittés in fine, mais il faut continuer. Ce sont les mêmes acteurs. On assiste à l'escalade verbale, on assiste à l'impolitique actuellement. Si nous ne faisons pas attention et si nous encourageons cette classe politique dans ses dérives, nous risquons de payer cher en 2020. Vous savez que entre le pauvre et le riche, c'est la liberté qui opprime, c'est le droit qui libère. Seul le droit peut empêcher nos hommes politiques d'aller au-delà de ce qui est recommandé. Alors, Monsieur Kwaku, vous êtes d'avis avec Monsieur Kouao? Parlant de la réconciliation, vous savez, le camp Gbagbo dit clairement que tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas là, pour nous, il n'y a pas de réconciliation. Ils sont dans cette logique-là et cette posture ne changera pas. Mais tant que Laurent Gbagbo ne vient pas. La réconciliation ne se fait pas sans les fils du pays. En même temps, ils se disent, voilà, et la réconciliation... Il y a encore des personnes en exil. Oui, la réconciliation se fait avec tous les éléments, hein, tous ceux qui étaient en palabre, mais il se trouve, comme ils le disent eux-mêmes, qu'une partie est hors du pays. Notamment Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et beaucoup d'autres exilés. Donc, il faut faire en sorte que tout cela rentre et que quand on est tous là, nous puissions nous asseoir autour de la même table et dire « Enfin, nous nous réconcilions ». Mais pour le camp Ouattara, jusqu'ici, ils le disent, on n'a pas besoin de les attendre pour aller à la réconciliation. Mais en même temps, je crois que l'Union européenne l'a reconnu qu'on ne fait pas suffisamment pour la réconciliation. Cela a amené d'ailleurs le président Alassane Ouattara à libérer les 800 prisonniers que vous savez. Mais dernièrement, il y a quelques jours, Soro Guillaume... On faisait partie Simone Evé Babo. Absolument. Dernièrement, Soro Guillaume, qui est un des piliers, du moins la tête de la rébellion de 2002, l'a dit, pour aller à la réconciliation, le président Alassane doit encore faire des efforts, c'est-à-dire libérer les prisonniers militaires. Pourquoi on libère les civils et que les militaires restent en prison? Pour lui, s'il doit y avoir réconciliation, il faut que cela aussi soit libéré. Vous voyez donc qu'il y a pas mal d'éléments qui manquent forcément pour que la réconciliation soit totale en Côte d'Ivoire. Toujours dans la même veine, pour certains groupements de victimes de la crise post-électorale de 2011, ayant occasionné plus de 3000 morts, on l'a dit, la décision de la procureure permettra d'aller à des élections apaisées. Êtes-vous d'avis? Oui, nous aurons des élections apaisées en 2020 pour 2 raisons simples. D'abord, tous les principaux acteurs qui se signalent pour 2020 ont déjà gouverné. Donc, ils ont eu le temps, avec tous les privilèges que cela comporte en Afrique, d'avoir un patrimoine conséquent. Ils ne vont pas vouloir compromettre ce patrimoine-là. Vous savez, Karl Marx le dit souvent, ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent notre conscience. Donc, je ne pense pas qu'ils vont essayer d'aller à l'aventure pour compromettre tout ce patrimoine qu'ils ont aujourd'hui, que ce soit au niveau du FPI, du RHDP, même du camp Soro, etc., etc. Deuxième raison
qui justifie mon optimisme, c'est la Cour pénale internationale. Quelle que soit l'issue, on sait désormais qu'il y a une justice qui est là, qui regarde et qui peut interpeller qui que ce soit, quel que soit son statut. Vous voyez, M. Laurent Gbagbo, mais quand vous le regardez, il est totalement épuisé. Même si son innocence est avérée, mais c'est un signal pour dire aux uns aux autres, attention, vous pouvez échapper aux juridictions nationales, mais vous ne... Donc, en 2020, nous aurons des élections totalement apaisées. Et puis, troisième élément qu'on peut ajouter, c'est qu'on sent une certaine maturité de la population ivoirienne. Et d'ailleurs, au regard de ce qui se passe dans le monde, contrairement à une opinion admise, je sens qu'on aura certainement un vote anti-système en 2020. Votre avis ? Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que 2020 fait peur? Oui, le citoyen lambda pense que 2020 fait peur. Maintenant, est-ce qu'on tout sera calme ou pas? Je dirais, c'est possible que ce soit calme, mais c'est aussi possible que ce ne soit pas calme. Quand vous regardez en ce moment précis l'atmosphère en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la recomposition de la commission électorale indépendante, il y a de gros débats qui se font. L'opposition n'est pas d'accord, le pouvoir dit il faut avancer. Là, il n'y a pas de consensus en ce moment précis. Maintenant, l'opposition se dit en 2020, même si c'est cette opposition qui gagne, le pouvoir qui veut avoir la même mise sur la commission électorale fera en sorte de passer ce qu'ils ont appelé le passage en force. Je pense que les élections, globalement, vont bien se passer, vont bien se dérouler sans heurts, tout cela, mais ce qu'il faut craindre, c'est la préélection. Est-ce que quand les élections sont terminées, que les résultats sont proclamés, ces résultats seront acceptés de tous? Maintenant, si une partie pense que ces résultats sont truqués et qu'il ne faut pas l'accepter, est-ce que l'Ivoirien qui a vécu la post-électorale de 2010 osera descendre dans la rue, osera aller jusqu'à tuer? Je ne pense pas, on a tellement souffert, je ne sais pas si des personnes comme moi ont vécu cette période-là, elle est tellement douloureuse. Je ne pense pas que l'Ivoirien en tant que tel ait envie de revivre ça. En un mot, l'Ivoirien nouveau n'est pas prêt pour une autre crise post-électorale. Merci, cher monsieur. On va marquer une pause pour cette première partie. On revient tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du débrief à focus cette fois sur la probable alliance PDCI-FPI empêchant un potentiel retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour participer à l'élection présidentielle de 2020. Telle est la situation décriée par certains hommes politiques ivoiriens. Nous l'avons dit dans la première partie de ce débrief, mais est-ce que Laurent Gbagbo a vraiment besoin d'être physiquement pour participer justement à la vie politique en Côte d'Ivoire? Julien Kouao. Oui, évidemment, pour ses partisans. Vous savez que la politique, c'est d'abord une idée, c'est ensuite un appareil politique, et c'est enfin une personne pour incarner l'idée et conduire l'appareil politique. Et au niveau du FPI, je pense que c'est M. Laurent Gbagbo qui incarne cette personne-là, qui doit conduire la pensée frontiste. Il est évident que son absence sur l'échiquier politique national peut porter politiquement préjudice au Front populaire ivoirien relativement à l'élection de 2020. Monsieur Kwaku? Non, ça n'a pas le même effet forcément entre être présent physiquement et ne pas être là et donner des messages de très loin, des milliers de kilomètres. Forcément, ce ne sera pas le même impact. On l'a vu avec l'élection du président du COGEP. M. Charles Blé Goudé n'était pas présent. Pourtant, il a parlé via les réseaux sociaux. Non, Laurent Gbagbo parlera. C'est clair que pour 2020, rassurez-vous, ne pensez pas qu'il soit indépendant. Il ne sera pas neutre du tout. Il donnera des consignes de vote. Pour 2020, il donnera des consignes de vote. Et si cette plateforme qui est en train d'être mise en place fonctionne, Laurent Gbagbo, d'ailleurs, comptera pour la désignation du candidat de son parti. C'est vrai que l'autre côté, s'il n'est pas là, Afin Guessan va se porter candidat au nom du FPI. Et c'est d'ailleurs cette branche qui est reconnue par l'État. Mais n'oublions pas que le camp Gbagbo, en ce moment sur place ici, trouvera son candidat et Gbagbo parlera, donnera des consignes de vote. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ces consignes-là auront le même poids que s'il est physiquement présent et qu'il s'investit physiquement dans la campagne. C'est forcément pas la même chose, mais rassurez-vous, il donnera des consignes.
Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de suivre ce reportage réalisé sur le meeting conjoint organisé par le PDCI et le FPI, un meeting qui avait pour but d'annoncer une probable coalition entre ces deux partis, mais également pour appeler les Ivoiriens à la réconciliation nationale. Le reportage est signé Hippolyte Dié et Joseph Zécré. La fine pluie qui s'est invitée à l'événement n'a pas entamé la détermination des militants des différents partis initiateurs de ce meeting, dont l'objectif majeur est d'engager les fils et filles de la Côte d'Ivoire sur la voie d'une réconciliation sincère et réclamer en outre le retour au pays de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. À un an de l'élection présidentielle, les responsables de ces formations politiques entendent éveiller les consciences des populations. C'est le lieu de rappeler au président Ouattara, au RDR, et à ses alliés au sein du RHDP que les chaises au rendez-vous du pardon, de la réconciliation et de la fraternité est vide. Prenant la parole au nom du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI a souhaité la libération de tous les prisonniers politiques et militaires à la suite de l'amnistie accordée par le chef de l'État ivoirien en août 2018. Il est donc clair que cette perspective annoncée, la réconciliation, est l'intérêt de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Mais il faut se réconcilier pour que la paix véritable arrive, pour qu'il y ait la stabilité. Sans stabilité, sans paix, il n'y a pas de développement. Venus de toutes les communes d'Abidjan, les militants des partis politiques concernés apprécient l'initiative de l'opposition ivoirienne. J'encourage la coalition afin que les Ivoiriens soient réconciliés. La réconciliation vraie, comme ceux qui ont passé au pupitre ont dit. Il faut qu'il y ait une réconciliation vraie. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien ainsi que les différentes plateformes qui les accompagnent entendent initier d'autres rencontres importantes dans le pays après celle du parc des sports de Treichville pour sensibiliser la population ivoirienne sur les avantages liés à la réconciliation. On vient de le voir, bien qu'absent, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo jouit d'une certaine popularité dans son pays, une popularité dont veut certainement se servir le PDCI pour se repositionner sur l'échiquier politique ivoirien. Avec près de 7000 personnes mobilisées donc au parc des sports de Treichville pour ce meeting PDCI, Bédié tendance à Henri Konan Bédié et du FPI tendance à Laurent Gbagbo, et un appel à une véritable réconciliation nationale. Assistons-nous à une nouvelle stratégie du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Oui, c'est une stratégie politique, mais purement électoraliste. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les alliances se font non pas idéologiquement, mais de façon électorale. On l'a vu, le Front républicain entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Ouattara dans les années 90 pour aller électoralement contre le régime de Henri Konan Bédié et le PDCI-RDA. Et puis, dans la décennie 2000, on a vu l'alliance entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara pour évidemment combattre électoralement le FPI et Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le RHDP est au pouvoir avec Alassane Ouattara, anciennement c'était le RDR. Le PDCI et le FPI sont dans l'opposition. Ils vont donc se mettre ensemble pour aller contre. Mais attention, il y a beaucoup d'obstacles. Premier obstacle, il est historique. Le FPI est né en réaction contre le PDCI, ancien parti unique. Donc, historiquement, ce sont deux partis opposés. Idéologiquement, le PDCI se positionne au centre droit. Donc, est un parti qui prône la propriété privée, le libéralisme. Le FPI, par contre, se situe à gauche. Donc, est pour la production collective et la promotion du service public. Et troisième obstacle, c'est l'obstacle stratégique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, quelle est la stratégie du PDCI? Pour le PDCI, l'objectif, c'est 2020, reprendre le pouvoir. Pour le FPI, l'objectif, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Et son retour. Et son retour. Donc, est-ce que ces obstacles-là ne vont pas constituer un frein réel à une certaine alliance? Je crains fort que ce soit le cas.
Alors, que doit-on voir, M. Kwaku, à travers cette démarche PDCI FPI? Quand vous écoutez bien Henri Konan Bédié, il dit que c'est une plateforme non idéologique. Il le dit clairement parce que dans le fond, comme l'a rappelé le juriste, ils sont opposés. Ils sont totalement opposés. Le PDCI va à droite, le FPI va à gauche. Donc en tant que tel, idéologiquement, ils ne peuvent pas être ensemble. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici de mettre ensemble les forces avec l'objectif de reconquérir le pouvoir d'État et écarter celui qui est là. Maintenant, Laurent Gbagbo, s'il ne vient pas, nous sommes dans des hypothèses. S'il ne vient pas, il s'agira de désigner un autre. L'autre question, c'est de savoir qui peut être probable dauphin de Laurent Gbagbo au FPI. Ensuite, au PDCI, ils sont tous là. C'est clair que si Laurent Gbagbo ne vient pas, cela va faire la part belle au PDCI qui va pouvoir, qui voudra bien s'appuyer sur le FPI pour revenir au pouvoir. Sachez que le FPI et le PDCI ne se sont jamais mis ensemble pour une élection donnée. Peut-on parler d'une alliance contre nature? Non, Henri Konan Bédié lui-même l'a dit une année antérieure, c'est une alliance contre nature. Mais dès l'instant où il ne s'agit plus de défendre une certaine idéologie, il n'y a plus d'alliance contre nature. On poursuit le même objectif, c'est que nous puissions arriver au pouvoir, que ce soit le PDCI ou le FPI. L'essentiel, c'est que celui qui est au pouvoir ne soit plus là. Et c'est ça, le combat. Ils sont tous deux dans ce même combat. Oui, que le FPI soutient d'ailleurs. Alors, même si le mot alliance n'a pas été mentionné lors de ce meeting, c'est tout de même une hypothèse considérable qui se profile. De ce fait, y a-t-il des chances? Vous l'avez dit, il y a des obstacles, mais est-ce qu'il y a des chances de réussir? Oui, il y a des chances de réussite parce que les deux vouent une méfiance vis-à-vis du pouvoir RHDP. Et n'oubliez pas que pour le Front populaire ivoirien, leur départ du pouvoir a pour cause principale le RHDP, c'est-à-dire le RDR d'Alassane Ouattara. Et vous savez que le PDCI, qui faisait partie de cette coalition RHDP, est parti de façon difficultueuse de cette alliance. Et aujourd'hui, c'est la division profonde entre les militants du PDCI et du RHDP. Donc, émotionnellement, ils peuvent réussir cette alliance. Mais le problème, c'est que nous avons vu que avec le RHDP, qui a été mis en place sans base idéologique réelle, sans programme de société réel, sans programme de gouvernance réel, on a vu qu'une fois arrivé au pouvoir, le PDCI et le RDR ne se sont plus entendus. Est-ce que nous allons assister au même scénario? Je pense que la politique ne se fait pas sur la base des émotions, mais des idées. Cette alliance future entre le PDCI et le FPI est politiquement caricaturale et n'honore pas la politique ivoirienne. Il faudrait que, dorénavant, les Ivoiriens qui sont les consommateurs, n'est-ce pas, de l'offre politique, suivent les partis politiques qui ont des idées, les hommes politiques qui ont des idées, et arrêtent de tomber dans ces alliances qui ressemblent plutôt à des jeux d'enfants qu'à une véritable prise de conscience politique pour gouverner la Côte d'Ivoire, de sorte à faire de ce pays un pays qui compte dans la sous-région. Au regard même des crises au sein de ces différents partis, le PDCI qui est divisé, il y a plusieurs tendances du PDCI, FPI pareil. Est-ce que ces partis réussiront malgré ces crises? Écoutez, je vais vous dire une chose. En 2010, vous étiez là. Parce que l'on parle d'une synergie de force. Henri Konan Bédié s'est allié à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo est tombé. Aujourd'hui, il est question, et ce qui se dit, c'est ça, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ensemble pour faire tomber M. Ouattara. Je vais vous le dire, si M. Laurent Gbagbo est là, ça peut faire mal. Si M. Laurent Gbagbo est là, effectivement, physiquement, et qu'il s'allie à Henri Konan Bédié, physiquement présent, les deux ensemble, ça peut faire mal. Et là, on n'entendra plus parler du FPI, tendance à Finguessan? Non, il ne s'agit pas de ça, parce que si Laurent Gbagbo est là, vous allez voir que tout va se régler. Parce que Finguessan, d'ailleurs, le dit, le président Laurent Gbagbo est le chef du FPI. Une fois qu'il est sur place, nous parlerons avec lui. Alors, si tout de suite Finguessan part parler avec Laurent Gbagbo, avec la médiation d'Henri Konan Bédié, que lui se bat pour que les deux hommes se réconcilient, ce sera fait. Si Laurent Gbagbo est là, Afi va se réconcilier avec Laurent Gbagbo. Et si c'est fait qu'il y a un seul FPI,
le PDCI, c'est vrai qu'on l'a dit quelque part, émietté, décousu tout cela, mais attention, même au RHDP, Soro Guillaume n'y est plus. Et Guillaume Soro va s'allier, il a déjà annoncé les couleurs à cette plateforme qui est en train de se mettre en place. Ça va donc être Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié contre le RHDP qui est incarné par qui? Alassane Ouattara. Quel gros autre poids vous voyez, Daniel Kablan-Duncan, Amadou Gon Coulibaly, comparé à l'autre côté, ce sont des personnalités dont la voix porte encore. Je parle bien sûr de Laurent Gbagbo, je parle de Bédié, je parle de Guillaume Soro. La voix porte encore. S'ils sont tous là et qu'ils décident effectivement de faire Vu que Laurent Gbagbo n'est pas présent, Afin Guessan est présent en Côte d'Ivoire et qui dirige une branche du FPI, pourquoi on ne parle pas d'alliance entre le PDCI et cette tendance Afin Guessan? Oh, mais vous connaissez ce qui se passe sur le terrain. C'est que Pascal Afin Guessan n'apprécie pas le fait que Henri Konan Bédié se soit rapproché du camp Gbagbo. Les Gbagbouriens, ils n'apprécient pas cela. Mais seule la présence de Gbagbo peut régler cela. Tant qu'il n'est pas là physiquement et qu'il reste à l'extérieur du pays, Afin Guessan restera sur sa position. Il dira, c'est lui qui conduit la branche reconnue du FPI et la division sera toujours là. Et c'est pour ça que je parle d'hypothèse. Si Laurent Gbagbo est là, ça peut faire mal parce qu'en ce moment, ce sera une redistribution des cartes. Les choses vont changer. Oui, mais vous savez que le PDCI d'Henri Konan Bédié a approché d'abord Pascal Afin Guessan, c'est-à-dire l'aile légale du FPI. Mais ils se sont vite rendus compte que, sociologiquement, M. Afin Guessan ne pèse pas. Il ne pèse pas. Vous voyez. Et donc, ils vont vers la tendance Assoadou, incarnée par le président Laurent Gbagbo. Donc, le PDCI fait du réalisme politique. Alors, alliance, s'il y en avait, quelle forme pourrait-elle prendre entre le PDCI et le FPI, tendance Gbagbo? Bon, comme je Qui pourrait diriger cette alliance? C'est là aussi une interrogation massive. Est-ce que le PDCI va laisser le FPI prendre les devants ou vice-versa? Ce serait un peu difficile. Mais je pense que le ticket présidentiel, vous savez que maintenant, nous avons un président et un vice-président. Je pense qu'ils peuvent trouver la formule la meilleure. Mais tout va dépendre de l'arrivée de M. Laurent Gbagbo. Vous savez que nos partis politiques en Côte d'Ivoire ne sont pas en fait des partis politiques. Ce sont des clubs de soutien à des personnalités. Et le FPI, comme le PDCI, comme le RHDP, ce sont des clubs de soutien à Alassane Ouattara, à Henri Konan Bédié et à Laurent Gbagbo. Comprenez? Donc si M. Laurent Gbagbo n'est pas présent, je vois mal le FPI aller à des élections. Évidemment, il peut avoir des attitudes dissidentes, même au sein de de la formation de Laurent Gbagbo. Mme Simone Gbagbo, M. Awad Domelo, bon, encore que lui, il est encore en exil, mais surtout Mme Simone Gbagbo peut vouloir partir, mais n'aura pas le soutien des caciques du parti. Le PDCI, par contre, ira aux élections. Maintenant, est-ce que le PDCI est divisé? Je ne pense pas. Parce que si vous regardez très bien... Nous avons le PDCI tendance Renaissance. Ce PDCI est marginal. Ce PDCI est marginal. C'est vrai que ce sont des personnalités respectables. M. Adoumani, M. Duncan, M. Patrick Hachi, etc. Mais sociologiquement, je ne pense pas qu'ils puissent s'opposer au PDCI incarné par le président Henri Konan Bédié. Alors, désormais en froid avec... Vous avez autre chose à ajouter? Alors, justement, sur cette plateforme, je crois qu'ils ont... La plateforme est une idée de Henri Konan Bédié. Maintenant, ils ont été très clairs. Il ne s'agit pas d'aller en rang serré lors des élections de 2020. Chaque parti présentera son candidat. Et puis, celui qui est qualifié pour le second tour aura le soutien de l'autre. Comme ça s'est passé en 2010. Les trois étaient candidats, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Et la plateforme du RHDP dit, celui qui est qualifié pour le second tour, nous nous mettons ensemble. C'est ce qui s'est passé pour Alassane Ouattara. Et c'est ce qui l'a emmené au pouvoir. Et c'est pareil, c'est ce qui est en train de se faire au sein de cette plateforme de Henri Konan Bédié avec le FPI. Celui qui est qualifié pour le second tour, alors on se range pour qu'il puisse avoir la victoire au second tour. Alors, pour revenir à ma question, je disais, désormais en froid avec Alassane Ouattara, le PDCI se rapproche de plus en plus vers les partis d'opposition. Existe-t-il une possibilité pour ce parti de réussir, entre guillemets, sa guerre contre le RHDP? Mais je crois que le juriste a touché la question tout à l'heure. C'est vrai, du côté du RHDP, on parle de ce que le PDCI aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier.
divisé, émietté. Regardez les barons du PDCI qui sont partis. Il s'agit de Patrick Hachi, il s'agit de Danek Blanc-Duncan, il s'agit de Aoussou Jano, le dernier en date. Il s'agit aussi Adjoumani. Mais attention, il a dit, en Côte d'Ivoire, on sait ceux qui lancent des messages et qui sont écoutés et qui sont suivis. Souvenez-vous, en 2010, celui qui a lancé l'appel, c'était bien Henri Konan Bédié, pour dire nous votons Alassane Ouattara pour le second tour. En 2015, 2014 du moins, il lance l'appel de Daoukro. Beaucoup de cadres ne sont pas d'accord. J'en veux pour preuve Kakabe qui n'est pas d'accord, qui dit nous ne soutenons pas un deuxième mandat de M. Alassane Ouattara. Charles Konan Bani de Yamoussoukro l'a dit, l'ancien Premier ministre, nous ne soutenons pas. Mais malgré cela, l'appel lancé par Henri Konan Bédié a été largement suivi. Donc, si en 2020, nous faisons les mêmes calculs, même s'il y a des cadres partis au PDCI, partis au RHD, pardon, l'appel de Henri Konan Bédié sera toujours suivi. Vous savez, il est à Caen et dans ce milieu, on dit il y a un seul chef. Et quand le chef parle, on écoute. Monsieur Kouao l'a souligné tout à l'heure, le scénario RHDP avec le PDCI d'Henri Konan Bédié, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce qu'on ne va pas assister à un pareil scénario avec cette plateforme? C'est fort possible, c'est fort possible. Mais il y a une autre variante que nous occultons sur le débat politique en Côte d'Ivoire, c'est la possible alternance en dehors de ces trois grandes formations politiques. Vous savez que depuis 30 ans, ces trois partis occupent l'espace politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils n'ont produit qu'un coup d'État, une rébellion, une guerre civile, la pauvreté et le privilège, uniquement que pour eux. Voyez. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouveaux moyens de communication, il y a une nouvelle prise de conscience. Et contrairement à une opinion admise, moi, je suis presque certain qu'il y aura une véritable surprise en 2020, où certainement on aura un vote sanction. Seulement, comme il a dit tout à l'heure, voyons le cadre... Un vote sanction contre qui et pour quelle raison? Non, contre le RHDP, contre le PDCI, contre le FPI. Le problème, c'est que ces trois partis-là occupent l'espace médiatique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis les années 60, nous avons une seule télévision nationale. Où, si vous regardez bien, on a l'impression que le parti au pouvoir est toujours fort. C'est un leurre, c'est un leurre. Et la plupart des journaux papier appartiennent, n'est-ce pas, aux hommes politiques, appartiennent à Henri Konan Bédié, enfin, au PDCI-RDA ou au FPI, où, évidemment, ce sont des supports de propagande. Donc, on a l'impression que ce sont des gens qui comptent réellement. Mais, aujourd'hui, les jeunes de 18 ans, pour la plupart, n'ont pas connu M. Henri Konan Bédié, n'ont pas connu M. C'est une nouvelle génération Gbagbo. C'est une nouvelle génération. Et je pense que de nouvelles offres politiques conduites par de nouvelles personnalités peuvent créer la surprise. N'oubliez pas qu'au PDCI, il y a des dents longues qui sont là, des personnalités extrêmement appréciées. Par exemple, la députée de Cocody, Mme Yasmina Ogné, qui, si par exemple, elle prenait la décision de se présenter, pourrait bousculer l'établissement politique en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'opposition aussi, on a des personnalités nouvelles, extrêmement fortes, qui pouvaient, elles aussi, créer la surprise. Il faut faire très attention. Il faut bien voir le cadre institutionnel, c'est-à-dire la CEI, le Conseil constitutionnel, et puis attendre 2020. Ces trois parties-là sont certes importants, occupent l'espace médiatique, mais je pense qu'en 2020, rien n'est bouclé, rien n'est encore géré. Et pourtant, on dit que tout est bouclé. Regardez bien, je crois qu'au sein de ces grands partis dont il a fait cas tout à l'heure, le FPI, le PDCI et le RHDP, ces partis se posent la question qui présentait en 2020. Jusqu'ici, l'affaire n'est pas tranchée. Dites-moi si vous connaissez déjà, à 13 mois de l'élection présidentielle, si vous connaissez déjà le candidat du RHDP. Non, pas encore. Beaucoup disent, Alassane Ouattara va-t-il partir ou non? Je crois qu'à l'international, les indiscrétions disent qu'il ne partira pas. Il n'ira pas pour un troisième mandat. Ça, c'est ce qu'on dit à l'international. Maintenant, sur place, il y a quelques caciques qui disent « Monsieur le Président, allez-y, on vous soutient ». Est-ce qu'il osera qui pour représenter le RHDP en 2020? On annonce Amadou Gon Coulibaly. Quelques personnes disent « Attention, est-ce que c'est lui qu'il faut un autre ».
Au PDCI aussi, le calcul se fait. Henri Konan Bédié ne dit pas clairement que je suis candidat. Parce que les Ivoiriens, quand ils voient les trois, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, ils se rappellent du cauchemar de 2000. Alors, on va aller rapidement pour la dernière question. Lors de ce grand meeting, nous l'avons entendu, le secrétaire général du FPI, Assoua Adou, dit, je cite, le PDCI et le FPI sont ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Peut-on dire que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont tout gagné avec cette coalition? Rapidement. Oh bon, sauver la Côte d'Ivoire, c'est trop dire. C'était le thème de ce meeting. Oui, mais qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation? C'est le FPI, c'est le PDCI, c'est le RHDP. Ce sont les trois partis responsables du malheur des Ivoiriens. Donc, tu ne peux pas être auteur du malheur des Ivoiriens et être le sauveur des Ivoiriens. Je pense que ces trois partis en font trop. Il faudrait ouvrir le jeu démocratique ivoirien. Et je pense que de nouvelles personnalités devraient donc offrir de nouvelles offres politiques pour que le jeu soit clair. Et puis, deuxième, pour rebondir rapidement, il s'est posé la question, qui choisit? Mais dans un État démocratique et avec des partis démocratiques, ce sont des primaires. Ce sont des primaires. Et là, encore, j'attends sur ce terrain-là, ces trois partis-là, s'ils se disent démocratiques, il faudrait qu'au RHDP, au PDCI et au FPI, on fasse, le choix se fasse sur la base des primaires. À défaut, je vois mal un jeune Ivoirien de 18 ans, de 20 ans, choisir un candidat qui a été imposé par un parti politique. On va aller rapidement, M. Jérôme Kouakou. Ce n'est pas le FPI et le PDCI ensemble qui vont sauver la Côte d'Ivoire en écartant le RHDP, parce que le RHDP a forcément des partisans. Donc on ne peut pas écarter une partie des Ivoiriens et dire que nous allons sauver le pays. Non, ce n'est pas possible. Je pense que c'est ensemble. C'est le RHDP, c'est le FPI, c'est le PDCI, c'est aussi les autres partis d'opposition et la société civile. C'est ensemble que nous sauverons la Côte d'Ivoire et non un parti politique qui peut faire le bonheur des Ivoiriens. Et ça sera votre dernier mot. Merci. Julien Kouaou, je rappelle, juriste, politologue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Également, Jérôme Kouakou, journaliste, consultant, Ebony 2015, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce débrief. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.